Bonjour et bienvenue sur la psychologie pour tous. Je m'appelle Carole Pilet, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins et auteurs de livres, mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview. Caril, vous êtes médium et auteur du livre Médium et Terre à Terre. Vous avez découvert vos capacités à 24 ans, après plusieurs années de dépression où vous avez touché le fond. Aujourd'hui, vous avez créé une vie qui vous correspond et vous aidez les personnes qui vous consultent à aller mieux dans leur vie en se connectant à ce que Jung appelait le soi supérieur. Vous donnez aussi de nombreux conseils sur votre chaîne YouTube sur des sujets comme l'hypersensibilité, le couple, la dépendance affective, etc. Dans cet entretien, vous allez nous expliquer comment activer cette ressource en nous qu'est le soi supérieur et vous allez nous donner des clés de compréhension sur ces différents thèmes. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous raconter cette période très sombre de votre vie où vous étiez notamment en proie aux addictions ? Oui, alors tout a commencé pour moi, je dirais à peu près entre 14 et 16 ans, où j'ai ma sensibilité en fait qui s'est vraiment ouverte d'une façon inexpliquée, en fait, pas du tout rationnelle. J'ai commencé à ressentir, si vous voulez, les gens autour de moi. Quand j'allais dans des magasins faire des commissions, j'allais manger une pizza au restaurant, et je commençais à sentir les hommes, les femmes autour de moi, en fait, sans regarder leur visage. Et là, j'ai commencé à me dire, mais comment c'est possible de ressentir quelque chose sans être en lien visuel avec la personne. Et c'est là que j'ai compris que j'avais une sensibilité peut-être un petit peu plus haute que la moyenne, ce qu'on peut appeler aujourd'hui peut-être l'hypersensibilité. On en reparlera certainement après. Et tout ça, en fait, ça a pris de l'ampleur avec le temps qui passe. Et malheureusement, vers 16 ans, j'ai testé des substances comme tout le monde. Et j'arrivais pas, si vous voulez, à calmer en fait ces sensations à l'intérieur de moi. Et je suis malheureusement parti un peu dans des addictions. C'était le seul moyen que j'avais en fait pour calmer ce qui se passait au fond de moi. Et là, ça a duré quelques années, jusqu'à 24 ans. Et c'était vraiment la période la plus sombre et la plus compliquée de ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était quand vous dites que vous ressentiez les gens sans même voir leur visage, vous ressentiez quoi ? Alors je ressentais par exemple, pour vous donner un exemple très concret, je me rappelle comme si c'était hier, il y avait un homme qui était derrière moi, je ne savais pas que c'était un homme. J'étais sur le tapis roulant en train de payer mes commissions et je sentais en fait une sensation de quelqu'un qui était mal. Donc c'est comme si j'étais mal, moi, à la place de la personne qui était derrière. Donc vraiment une sensation d'être à la place de l'autre alors que je n'étais pas du tout cette personne. Juste 5 minutes avant, j'étais hyper bien. Donc j'ai vraiment des sensations physiques, si vous voulez, dans mon corps qui me montrent si cette personne va bien ou pas bien. Donc c'est comme si ça se mélange, en fait, les deux énergies se mélangent. Et c'est quelque chose que vous aviez jamais ressenti avant vos 14 ans ? Non, en tout cas pas consciemment, vraiment pas consciemment. Et le problème, c'est que ça m'a pris beaucoup d'énergie, tout ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on est comme une éponge, en fait, c'est qu'on est très fatigué. C'est comme si les gens, en fait, me pompent mon énergie. Et le problème, c'est que je pouvais tenir 15 minutes, 20 minutes dans un magasin, puis je rentrais, j'étais crevé. Je ne pouvais pas rester 1 heure juste à profiter de ma vie avec du monde, en fait. Donc du coup, ça vous a isolé ? Oui, complètement. Cette période, complètement, ouais. Et c'est vraiment devenu un poids à cette époque-là, parce que j'avais pas de moyen je trouvais pas de moyen de m'en sortir, en fait. Comment calmer ces sensations sans prendre une substance et puis ne plus être sobre, quelque part. Parce que grâce aux substances, entre guillemets, que vous preniez, ça calmait, ça apaisait cette sensation ? Oui. J'ai remarqué en fait que quand j'étais pas sobre, il n'y a pas besoin d'être complètement, mais juste que j'étais pas complètement sobre, je ressentais beaucoup moins ces sensations à l'intérieur de moi et autour de moi. Donc c'était la béquille, un peu la facilité sur le moment pour survivre à cette époque compliquée. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là, quand vous commencez à ressentir ces émotions ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Comment vous l'analysez à l'époque ? Alors moi, je suis quelqu'un de très cartésien à la base, je suis quelqu'un de très terrestre, vraiment. Et puis je me disais, mais comment c'est possible que je ressente autre chose ? C'est pas quelque chose que j'entends, c'est pas quelque chose que je vois. Comment mon corps peut avoir quelque chose qui est invisible en fait ? Et du coup, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre. Après, j'ai entendu parler d'hypersensibilité, gentiment, mais il a fallu du temps
pour que tout vienne. Et moi, j'étais hyper cartésien, mais dans le sens fermé, vraiment. Donc tout ce qui était médiumnité, tout ce qui était énergétique, j'avais pas du tout envie d'entendre parler. Je préférais être à cette époque-là dans mes addictions et puis en gros, foutez-moi la paix, laissez-moi dans mon truc. Et vous en avez parlé autour de vous de ces ressentis? Oui, j'en ai parlé à ma maman, elle est très sensible, et puis c'est vrai qu'avec elle, on pouvait échanger, mais voilà, ça reste ma maman, donc elle essayait de tout faire, mais à un moment donné, je l'écoute peut-être pas comme j'écoute quelqu'un que je connais pas, c'est ça. Donc j'entendais ce qu'elle me disait, ça ressortait de l'autre côté, et puis j'ai dû faire mon expérience aussi. Ouais. Et donc vous ressentiez, dès qu'une personne était en votre présence, vous ressentiez son état émotionnel? C'est ça, c'est comme si j'étais à sa place en fait. C'est comme si, alors maintenant j'ai appris, aujourd'hui, maintenant c'est bon, j'ai appris un petit peu à ouvrir et fermer, si vous voulez, cette sensibilité, pour faire simple. C'est comme si aujourd'hui je me branchais à vous, je pourrais ressentir comment vous êtes maintenant dans votre vie. C'est ça. Et quand on maîtrise, c'est génial. Moi, c'est l'outil de mon travail aujourd'hui. Quand on ne maîtrise pas, c'est compliqué. Parce que j'ai vraiment l'impression de subir tous ces hommes et ces femmes qui gravitaient autour de moi à l'époque. Ouais. Et donc, alors, vous arrivez à 18, 19, 20 ans, donc vous faites des études. Des études de quoi? J'étais polymécanicien. Donc rien à voir. Rien à voir. Je fais 4 ans d'apprentissage, un peu comme tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'assez classique. Ouais, c'est un métier assez connu en tout cas. Ouais, de la mécanique de précision. Mais rien à voir avec l'humain. Je n'étais pas du tout dirigé dans l'humain. C'est ça qui est marrant, c'est que vous avez cette hypersensibilité et vous allez dans quelque chose d'extrêmement mécanique, matériel. Ouais. En fait, j'ai toujours aimé ce qui est assez précis, ce qui est assez propre, ce qu'il faut faire attention. J'ai toujours aimé ce côté un peu cadré en fait dans les choses. C'est pour ça que je ne me considère pas comme quelqu'un de complètement perché ou à quelque part d'autre. Je me sens vraiment sur cette terre. Ouais. Et donc vous faites vos études et à quel moment il y a une forme de basculement et vous allez consulter, on va dire, pour essayer d'aller mieux? Alors jusqu'à mes 24 ans, de 16 à 24, c'était vraiment un peu la descente, je peux pas dire autrement. Et c'est vrai qu'après 8 ans d'addiction, on est complètement éteint quelque part. En tout cas, moi, au fond de moi, je ne sentais plus vraiment d'étincelle. J'avais l'impression de survivre en fait à cette vie et plus rien me motivait en fait. Et à mes 24 ans, là, ça a commencé en fait un soir où j'ai commencé à ressentir sur ma gauche une sensation, une densité en fait sur toute cette partie-là. Et je me suis dit, mais là, de nouveau, c'est comme si c'était la suite de mes sensations avec ces gens autour de moi. Sauf que là, il n'y avait personne, j'étais dans mon lit tout seul, couché sur le dos, et j'ai vraiment senti une présence, une densité sur toute cette partie gauche. Et là, ça a commencé à me poser d'autres questions. J'avais l'impression que c'était comme une suite logique, en fait, mais que j'avais voulu faire taire avec mes addictions, vraiment. Après, j'ai été voir justement des thérapeutes pour essayer de comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir à autre chose réellement. Mais avant 24 ans, je ne voulais pas entendre parler d'énergie ou de thérapeute. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous cédez, entre guillemets, et vous allez voir un thérapeute? Alors bon, c'est mon père qui m'en a parlé parce qu'il avait été la voir. C'était une femme qui était vraiment super. Ça lui a fait du bien. Il avait beaucoup d'acouphènes. Et puis il me disait, mais tu devrais aller la voir. Peut-être elle peut te faire du bien. Puis moi je disais, oui, on verra plus tard. Et puis je crois 6 mois plus tard, je lui ai demandé son numéro. Et puis je l'avais appelé. Et je me rappelle, le lendemain, il y avait une place qui s'était libérée, comme par hasard. Et puis c'était le moment que j'ai y voir. Et c'est là que j'ai compris, avec son aide aussi, bien sûr, je n'étais pas tout seul, que finalement cette sensation sur ma gauche, c'était en fait ce qu'on appelle le moi supérieur. C'est ce qu'on peut appeler le soi, ou que Jung, justement, comme vous dites, appelle ça le soi. Vraiment. C'est pour moi en fait une partie de notre âme, pour faire simple. C'est comme si on avait le corps physique ici, on a une partie de notre âme qui est en haut, et puis l'idée en fait c'est de connecter tout ça ensemble. Sauf que vous ressentez, enfin ce qui est fou, alors déjà, premièrement, vous tombez sur une thérapeute qui est quand même très ouverte. Oui. Que tout le monde ne l'est pas. Ouais, et deuxièmement, vous sentez quelque chose de physique oui. à côté de vous. Oui. Enfin, c'est oui, incroyable. C'est vraiment, et même aujourd'hui, c'est toujours le cas. Hein. C'est pas qu'en 2011 où j'ai senti ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc ça fait maintenant une 12aine d'années où je ressens toujours cette partie sur ma gauche. Donc par exemple, pour la petite histoire… Tout le temps? Ouais, non pas tout le temps. Quand je fais une séance privée, justement, dans mon travail, en fait, je me connecte volontairement, si vous voulez, à cette partie. Donc au moi supérieur. C'est ce que j'appelle le guide aujourd'hui, parce que pour moi, c'est l'énergie qui me guide. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre que moi. C'est ma partie supérieure, en fait, ma partie spirituelle. Et vous avez la vôtre, tout le monde a la sienne. Et ce qui est assez fou, c'est que je ressens physiquement, en fait, cette partie-là. C'est comme un interrupteur que j'allume, que j'éteins. Vraiment.
D'accord. Et chaque fois que, soit que je parle de ça ou que je fais de la médiumnité, ça s'active, toujours cette partie-là. Et du coup, je sais que quand je suis en train de parler à quelqu'un avec cette partie qui est activée, je sais que je suis dans une réception en fait d'intuition et je sais que c'est pas mon mental qui raconte les choses. Donc c'est un moyen pour moi de vérifier un petit peu ce que je suis en train de dire et pas de dire aux gens oui je ressens ça pour vous. En fait, grâce à ça, je suis assez sûr en fait vu que je ressens physiquement cette partie. Oui, parce que ce qui est très compliqué si on parle un petit peu de l'intuition, Ouais. c'est toujours de savoir est-ce que en fait j'imagine des choses avec ma tête ou est-ce que je le ressens d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc vous arrivez à faire la différence grâce à ça. Grâce à ça. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, en tout cas pour moi, hein, dans ma vie, vraiment, je médite pratiquement tous les jours et en fait, j'entretiens cette sensation que j'ai sur ma gauche. Vraiment. Et qui est toujours au même endroit. Qui est toujours au même endroit. Et ça fait 12 ans, ça n'a pas bougé. Vraiment. Alors, je croise les doigts, hein, j'espère que ça reste parce que c'est vraiment mon outil de travail. Et alors, pour revenir à votre histoire, vous allez voir cette thérapeute. C'était une psychothérapeute ou? Oui, alors médium, on pourrait dire médium énergéticienne. D'accord, plutôt. donc elle était déjà bien orientée. Oui, oui. Ok. Ouais. Et quand elle vous dit c'est ton moi supérieur, c'est votre moi supérieur, vous qui êtes très cartésien, qui avez fait des études carrées, etc., qu'est-ce qui vous pousse à la croire? Alors, au début, bon, j'entends d'une oreille, en tout cas, je suis sûr qu'il se passe quelque chose. Parce que comme j'ai une sensation physique, je sais que mon corps n'a pas de problème particulier et que ce n'est pas mon corps qui est en train d'inventer un truc. Donc, j'avais quand même une croyance qu'il y avait quelque chose. Maintenant, je n'arrivais pas à croire tout de suite que c'était le moi supérieur. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc, après, j'ai fait des recherches sur Internet, dans des bouquins, pour essayer de comprendre. Mais ok, ce moi supérieur, mais qu'est-ce que c'est? Jusqu'à que je comprenne que c'est ma partie, en fait, spirituelle, qui essaye de rentrer en contact avec moi. Et à mon sens, c'est une partie que j'avais besoin de ressentir pour sortir de cette période sombre. Je pense que sans cette partie-là, on ne sait pas et on ne saura jamais, mais je ne suis pas sûr que je serai encore là aujourd'hui, vraiment. Donc non seulement ça m'a sauvé, et en plus, indirectement, ça m'a amené dans cette médiumnité, dans cette sensibilité. Mais en premier lieu, ça m'a surtout sauvé. Ça m'a surtout fait du bien à moi, de pouvoir vivre en tant qu'humain avec cette sensibilité-là. Comment ça se passe donc du coup à partir du moment où vous apprenez vous avez cette information, comment ça processe en vous, comment vous le testez, comment vous le validez et comment vous évoluez ensuite après dans votre vie? Depuis que je sais que c'est le moi supérieur. Quand vous allez voir cette médium énergéticienne. Ouais. Alors en fait, très rapidement, je comprends que quand je sens cette énergie, donc tous les soirs avant de dormir, ça a duré vraiment des semaines et des semaines, hein, c'était vraiment tous les soirs systématiquement, sans que je fasse rien du tout, j'ai commencé à sentir au fond de moi, alors que j'étais complètement éteint, il faut se rappeler qu'à cette période, j'avais plus de motivation, rien du tout, je ressentais comme une espèce de lumière, quelque chose qui reprenait de la place à l'intérieur, comme si une étincelle était en train de revenir alors qu'il n'y en avait plus du tout dans ma vie. Et je me suis rendu compte que plus je ressentais ça, plus ça grandissait, cette étincelle. Et du coup, j'ai décidé en fait tous les soirs, volontairement, de demander à cette partie de venir vers moi. Et j'ai commencé à méditer tous les soirs pour activer mon énergie. Donc en fait, je me suis accroché à ça parce que c'était l'étincelle un peu au bout du tunnel, au bout de 8 ans d'addiction. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. En fait, si vous voulez, j'ai pressenti qu'il y avait quelque chose qui allait potentiellement changer ma vie. Alors, j'aurais jamais pensé à ce point-là aujourd'hui, mais j'ai senti que ça allait m'amener ailleurs, en fait. Et vu que c'était tellement sombre ce que je vivais, je me suis dit, mais il faut que tu t'accroches à ça. Ça vaut la peine. Il n'y a rien d'autre qui me motivait à cette époque-là. Et comment ça se matérialisait, entre guillemets, ce changement en vous? Au quotidien, comment vous avez vu que ça vous transformait? Ouais, alors bon, déjà juste une sensation de respirer un peu plus. Moi, j'avais beaucoup la sensation d'être pressé. Je pense que les gens qui nous écouteront, qui ne sont pas bien, ils vont peut-être comprendre. On a des fois l'impression de ne pas respirer, simplement dans sa vie de tous les jours. L'impression de se réveiller le matin, puis qu'il y a tout qui est un peu sur le même niveau. Moi, je dis souvent, j'ai l'impression que la vie, elle était un peu en noir et blanc, et comme si on avait enlevé les couleurs, en fait. Et plus je méditais avec mon guide, avec le moi supérieur, plus les couleurs revenaient. Donc c'est difficile d'expliquer avec des mots, mais c'est une sensation en fait de légèreté et d'être de plus en plus moi, ou d'être de nouveau moi-même, je pourrais dire. Parce que je pense que pendant 8 ans, je ne l'ai pas été, à quelque part. C'est comme si ce lien en fait me rapprochait de moi, on pourrait dire, me reconnectait à qui j'étais réellement. Et quand vous dites à me reconnecter à qui j'étais réellement, souvent on a des choses comme ça dans l'enfance, très petit,
Et puis après, on se conforme à plein de trucs. Ouais. Vous vous êtes reconnecté à... Est-ce que vous vous rappelez, quand vous étiez petit, comment vous étiez? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un moment, une espèce de bascule vers autre chose? Vous êtes perdu quelque part? Petit, avant mes 16 ans, j'ai pas de souvenir, sincèrement, avant mes 16 ans, j'ai pas de souvenir d'avoir ressenti des choses particulières ou des fois beaucoup de médiums racontent qu'ils ressentaient des défunts. Moi, j'ai pas cette impression-là. Pour moi, c'est vraiment entre 14 et 16 qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert très fort au niveau de ma sensibilité. Donc, j'ai pas l'impression d'une bascule avant ça. D'accord. Vraiment, vraiment En pas. fait, c'est quelque chose qui s'ouvre, mais que vous n'arrivez pas à intégrer quelque part. C'est ça, Ouais. complètement. C'est quelque chose que j'ai subi et c'est pour ça que maintenant j'aide beaucoup les gens hypersensibles à justement gérer cette sensibilité. Parce que le but, c'est pas de subir tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et donc, du coup, votre vie, donc à partir de ces 24 ans, vous avez cette information et ça commence à vous épanouir, à aller mieux, etc. Ouais. Parce que vous avez changé de vie depuis, Oui. comment ça s'est fait? Alors j'ai commencé, comme je disais, à méditer tous les jours avec mon guide. Et en fait, de fil en aiguille, il m'a fallu à peu près 2 ans, donc entre 2011 et 2013, pour que vraiment ma lumière, mon énergie revienne complètement. Et je pense que ces 2 ans étaient nécessaires par rapport à ces 8 ans que j'avais vécu auparavant. Et c'est vrai que pour revenir dans la lumière, je pense qu'il faut un peu de temps en fait, pour que ça s'intègre. Et de fil en aiguille, j'ai fait une formation de médiumnité aussi à cette époque-là. Enfin, tout ça, c'est un peu mélangé. J'ai rencontré cette thérapeute qui m'a aidé, j'ai commencé à méditer, j'ai fait une formation de médiumnité. En fait, tout ça s'est ouvert très fort. Et au bout de 2 ans, en fait, je me sentais prêt pour ressentir les gens puis un petit peu les aider sur leur chemin. Mais quand même, pour les gens qui nous écoutent, c'est important pour moi de le dire, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. J'ai pas fait un week-end puis je me suis dit c'est bon, j'y vais. C'est vraiment un truc que j'ai travaillé tous les jours. Donc au tout, ça fait quand même des centaines d'heures de méditation si je mets tout bout à bout. C'était quel type de méditation? Parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, alors justement, le type de méditation, c'est un peu moi qui l'ai défini dans le sens où j'appelle simplement ce moi supérieur, on va l'appeler comme ça, c'est le terme le plus juste. Je l'appelle en fait et je ressens sur ma gauche cette partie-là. Et en fait, je reste connecté quelques minutes comme ça chaque jour dans cette présence-là. Donc c'est comme si j'étais connecté avec moi en fait, avec ma partie spirituelle. Et plus mon corps est connecté avec cette partie, plus ma lumière prend de la place. Et pour les personnes qui ressentent rien à leur gauche? Ouais, alors c'est pas forcément à gauche, quand même. Pas que les gens qui nous écoutent croient que c'est tout le temps à gauche. Il y a des gens qui ressentent à droite, il y a des gens qui ressentent plutôt devant et des gens qui ressentent plutôt derrière. Moi, ce que j'ai remarqué sur les centaines de cas que j'ai vus, parce que dans les cours que je donne, je fais ça avec tout le monde en fait, et je vois beaucoup qu'il y a une différence entre la gauche et la droite, devant, derrière. Et ça, c'est propre à chacun. Je ne peux pas dire que vous, c'est à gauche ou à droite, mais par contre, si vous le faites, ou quelqu'un qui est sensible qui le fait, il va sentir quelque chose autour de lui qui va se manifester. Alors après, c'est plus ou moins fort, en fonction de la sensibilité des gens. Je ne sais pas si pour tout le monde c'est aussi clair que pour moi. Ça, je ne peux pas dire, quand même qu'on se comprenne. Mais je pense qu'il y a à peu près 10-20% des gens qui peuvent ressentir ça un peu plus fort que les autres. Ouais. Et du coup, à quel moment vous vous dites, en fait, j'arrête mon métier parce que vous avez exercé comme polymécanicien? Oui, j'étais polymécanicien. J'ai fait à peu près une dizaine d'années avec mon apprentissage, donc peut-être 5-6 ans en tant qu'employé. Et en fait, quand j'étais polymécanicien, j'avais des collègues qui me posaient des questions, qui me disaient, dans mon couple, tu ferais comment si... Enfin, des questions en fait qui n'avaient rien à voir avec le travail. Et je me suis rendu compte que plus les gens me posaient des questions, plus je pouvais leur donner une astuce, où j'arrivais à me mettre à leur place pour lui dire « mais écoute, dans ta situation, je sens que ça serait plus intéressant comme ci ou comme ça ». Donc je donnais juste mon point de vue au niveau énergétique. Et de fil en aiguille, c'est difficile de tout raconter dans une vidéo, mais de fil en aiguille, ça a gentiment fait le chemin avec cette formation que j'ai fait 2 ans quand même de médiumnité. Puis gentiment, ça a pris de la place en fait. C'est comme si le côté polymécanicien s'efface et puis la médiumnité prend le dessus. C'est ça. Et comment vous expliquez aujourd'hui ces conseils que vous arriviez à donner qui devaient donc être personnalisés? Ouais. Vous ne donniez pas tous les mêmes conseils à tout le monde, j'imagine? Non, ça dépendait des situations justement, ouais. D'où ça venait ces informations qui a priori étaient justes? Ouais, ce que alors vous pensez? pour moi, à mon sens, ça vient justement du moi supérieur. Et à force de méditer en fait avec cette énergie-là, les intuitions sont claires. Du coup, c'est comme le prolongement de moi-même qui va aider telle ou telle personne dans une situation particulière. Typiquement, si on parle du couple, c'est un sujet qui est tellement vaste. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre ça, et puis d'autres qui ont besoin de comprendre ça. C'est pas la même chose pour tout le monde, vraiment. Mais je pense qu'à force de fusionner, moi je dis souvent, c'est à force que mon corps il fusionne avec le moi supérieur, pour finir, ça fait comme un entier en fait. Puis cet entier est disponible pour aider
pour aider l'autre. Est-ce que quand vous donnez des conseils à des gens, pour reprendre les exemples que vous donniez, il y a des réponses qui peuvent vous-même vous surprendre? Oui, complètement. Il y a des choses où j'ai l'impression que c'est, par exemple, si j'ai vécu quelque chose de similaire, je me dis, mais pour moi, des fois, c'est complètement l'inverse ce que je suis en train de dire. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est ce que la personne a besoin d'entendre à ce moment-là. Mais si j'étais resté juste sur mon chemin à moi, j'aurais certainement dit autre chose. C'est là que j'ai l'impression que ce n'est pas mon mental qui fait ça. Enfin, pour moi, c'est plus qu'une impression, mais voilà, quand je sens cette partie à gauche, je sais que c'est une intuition. Et du coup, l'intuition, pour moi, c'est un peu le contraire du mental. C'est ça. Ouais. Alors, ensuite, j'ai plusieurs questions, mais sur des thèmes généraux pour nous aider tous. Oui. En tout cas, de ce que vous en pensez, ce que vous en ressentez. Vous expliquez que tous nos choix dans la vie devraient idéalement partir du cœur pour être sur une voie d'épanouissement et non de la tête, donc du mental, de la réflexion, comme on le fait la plupart du temps, souvent en tout cas. Comment on peut faire? Alors, pourquoi ça doit partir du cœur, entre guillemets, et quelle est la distinction entre les deux? Quand ça part du cœur ou quand ça part de la tête, comment on peut sentir que ce n'est pas la même chose? Ouais. Alors, à mon sens, mais ça c'est vraiment personnel, hein, de mon vécu, j'ai l'impression que la tête, en fait, nous limite beaucoup. C'est-à-dire, si je fonctionne juste avec mon mental, maintenant, je vais être bloqué, à mon avis, dans plein de situations différentes. Par contre, si j'essaye d'aller un peu plus dans le cœur, ça ouvre des perspectives que la tête ne peut plus comprendre. Parce qu'elle n'a pas tout vécu, tout ce qui existe. C'est ça. Moi, j'ai l'impression en fait que mon cerveau, aujourd'hui, j'ai 36 ans, mon cerveau a 36 ans. Il a commencé à se former quand je suis né jusqu'à aujourd'hui. Puis il continue à emmagasiner des choses. Par contre, le cœur, qui est pour moi est en lien finalement avec ce qu'on appelle le moi supérieur, justement, bah, tout ça, j'ai l'impression que ça a la connaissance de tout, de l'ensemble. Mais c'est bien plus que 36 ans. Si je prends mon cas, c'est peut-être des centaines, voire des milliers d'années, ou peut-être même l'ensemble de tout ce qui existe. Ça, je ne sais pas jusqu'où ça va. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus vaste. Et moi, ce que je conseille beaucoup pour ressentir le cœur par rapport à la tête, c'est de se fier au corps physique. Parce que quand on a... Je vais vous donner un exemple très concret. Si par exemple, quelqu'un hésite entre un travail puis un autre, quand je vais penser au premier travail, je vais sentir dans mon ventre soit quelque chose qui pousse vers le haut, quelque chose qui me donne envie d'aller courir, d'aller marcher. Ça veut dire que c'est positif, ça veut dire que c'est ce travail peut-être que je dois faire. Et si je pense à l'autre travail, je vais avoir l'impression tout d'un coup d'étouffer, d'être un peu oppressé, d'être un petit peu lourd dans mon corps. Et ça veut dire en fait que mon cœur veut que j'aille là plutôt que dans ce truc lourd. Et c'est un moyen de se référer aux sensations du corps, vraiment. Mais c'est une technique que tout le monde pourrait essayer pour les gens qui nous écoutent. Quand on hésite entre deux choses, penser à une chose, on ressent un petit peu dans le ventre ce qui se passe. Mais quand je dis on ressent, c'est soit c'est lourd, soit c'est léger, simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Il n'y a pas besoin d'entendre une voix c'est juste la sensation physique que ça nous fait. Et entre deux choses, il y a de toute façon un truc qui est plus léger que l'autre. De toute façon. Des fois, c'est un tout petit peu de différence, puis des fois, c'est une énorme différence. Et je pense qu'on devrait toujours suivre ce qui vibre un petit peu le plus physiquement. Et ça, c'est le cœur, à mon sens. Et si on n'est pas très en contact avec son corps et qu'on est tout de suite un peu dans la tête, est-ce qu'il y a des façons de... Ouais, alors ça pourrait être bien si les gens ne sont pas du tout dans le corps, peut-être déjà de reprendre un peu le contact avec le corps. Alors ça, c'est pas ma spécialité, mais peut-être de refaire un peu de sport, d'aller marcher un peu dans la nature, pourquoi pas faire des enracinements, on en parlera peut-être à la fin de la vidéo. On va en faire après. Voilà, ça c'est un moyen en fait de reprendre un peu le contact avec les sensations du corps. C'est vrai que sans sensation du corps, on peut être un peu perdu. Du coup, on ne sait plus trop ce que c'est le cœur, on ne sait plus trop ce que c'est la tête. Et on est un peu comme moi quand j'étais dans mes addictions, dans un truc un peu englué dans quelque chose d'un peu sombre. C'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est important de reprendre contact avec le corps, mais il y aurait plein de moyens pour arriver à ça. Et des personnes un peu, échaudées pourraient vous dire oui, mais les éléments du cœur, c'est bien, mais il y a des factures à la fin du mois, toute la société dans laquelle on vit. Je comprends. Comment on gère ça? Alors c'est là où je pense qu'on peut avoir un équilibre et c'est pour ça que je dis que je suis quelqu'un d'assez terre à terre parce que je vis comme tout le monde, je paye mes factures et pourtant, je ne dis pas de tout, mais je pense qu'à 80-90%, j'arrive à suivre quand même un petit peu mon cœur, en tout cas beaucoup dans ma partie professionnelle et je pense qu'on peut gérer vraiment un équilibre entre les deux. Je peux avoir la tête sur les épaules, payer mes factures et méditer dans mon cœur 15 minutes par jour, par exemple. Je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et puis vous m'expliquez que quand on préparait cet entretien,
Que si en fait on a un élan du cœur et que le problème c'est que ça semble un peu incompatible pour une vie professionnelle ou autre, on peut compenser avec de la méditation, on peut le faire sur ses heures de loisirs. Tout est une question d'équilibre à chaque fois et de compenser quelque part. Complètement, complètement. Pour prendre un exemple concret, j'ai souvent des personnes qui ont un travail par exemple qui n'est pas le top du top. Et puis souvent ce qu'ils font c'est qu'ils méditent 15 minutes par jour. Puis comme ça, entre ce travail qui n'est pas terrible et puis la méditation qui va les booster au niveau du cœur, ça fait un équilibre. Puis du coup, la vie devient au moins supportable. C'est ça. Et je pense dans un premier temps, il faut que ce soit supportable. Puis après, on peut aller vers quelque chose qui nous fait encore plus de bien. C'est ça. Alors, vous abordez évidemment sur votre chaîne YouTube le thème de l'hypersensibilité. Comment savoir si on est hypersensible? Parce que c'est un terme qui est devenu très à la mode. On a l'impression que tout le monde est hypersensible. Donc, comment savoir si on l'est vraiment? Et puis, comment vivre avec? Et puis, j'avais une deuxième question après, c'est est-ce qu'on peut devenir hypersensible? C'est-à-dire être né normalement sensible et devenir hypersensible. Mais donc, voilà, comment savoir si on l'est? Alors, je pense déjà qu'il y a des événements de vie, pour répondre peut-être à la deuxième, mais c'est un ensemble. Je pense qu'il y a des événements de vie en fait qui fait que ça peut s'ouvrir. Je prends l'exemple de quelqu'un, je sais pas, qui a une grande maladie, tout d'un coup qui découvre une maladie ou qui fait un burn-out, ce genre de choses. Souvent, ça peut faire comme une espèce d'explosion au niveau du cœur. Alors, il y a le côté négatif de la maladie ou du burn-out, ça c'est pénible, mais à côté, c'est comme si le cœur s'ouvre en même temps. Et quand je dis le cœur s'ouvre, c'est peut-être des gens qui, comme moi, vont commencer à ressentir leur environnement un peu plus fort. Vont commencer à se dire, mais lui, je le sens pas, elle, je la sens bien, alors que peut-être qu'avant, ils n'avaient pas ça. Donc, je pense qu'il y a des gros événements de vie qui peuvent ouvrir. Donc, à mon avis, on n'est pas forcément hypersensible de la naissance jusqu'à la fin. Pourquoi forcément des événements douloureux, de ce que j'en comprends? Ouais, alors malheureusement, c'est ce que j'observe. Oui, c'est ce que j'observe aussi, mais je ne comprends pas trop pourquoi. Ouais, alors ça, je pense que c'est humain. J'ai l'impression que l'humain a malheureusement besoin de souffrir pour qu'il y ait souvent quelque chose qui s'ouvre de plus lumineux. Que je prenne mon exemple ou plein de gens que je vois, il y a souvent un truc, que ce soit une addiction ou un truc qui est pénible pour ensuite passer à autre chose. Ça peut être un couple qui ne va pas, puis pendant des années, on se détruit un peu dans un couple, et pour finir, on va se réveiller un jour, mais il a fallu qu'il y ait quelque chose de pénible. Je pense que c'est l'humain qui fonctionne comme ça, à mon avis. C'est peut-être juste la psychologie humaine, c'est un peu triste, c'est comme il faut être au fond du bac pour se dire, mais j'en ai marre d'être au fond du bac, en fait. Et peut-être si j'en ai pas assez marre, il me faut encore 2-3 mois pour vraiment en avoir marre. Je pense que c'est la psychologie humaine qui fonctionne comme ça. Ouais. Et du coup, voilà, pour savoir si on est soi-même hypersensible, quelles questions on peut se poser, qu'est-ce qu'on peut essayer de noter? Alors, si je reprends un peu ce que je disais au départ aussi, c'est un lien avec ça, justement déjà l'environnement. Est-ce que les personnes ressentent les gens autour d'elles? Est-ce que j'ai l'impression que je vais au magasin d'être un petit peu comme une éponge? Si les gens, par exemple, sont dans une foule et puis au bout d'une demi-heure sont hyper fatigués, c'est qu'il y a forcément un phénomène d'éponge. Ils pompent en fait tout ce qu'il y a autour. Et quelque part, si j'arrive à pomper tout ce qu'il y a autour de moi, ça veut dire que si j'arrive à maîtriser un peu ça, je vais pouvoir peut-être me focaliser sur une personne plutôt que d'être dans un éventail d'ouverture. Donc ça, je pense que c'est des choses qui ne trompent pas. Et quand on devient une éponge, quand on ressent les gens, c'est qu'il y a quand même cette hypersensibilité qui commence à prendre la place. Vraiment. Après, ça peut être des intuitions, des gens qui ont l'impression que la semaine prochaine, ça va bien aller, des gens qui se réveillent le matin, qui se disent « aujourd'hui, je sens que ça ne va pas le faire ». Et puis en effet, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est aussi, tout ça, c'est un peu l'intuition, la médiumnité. Ça montre en fait que ça s'ouvre à l'intérieur d'elle. Vraiment. Alors justement, on va enchaîner. Vous expliquez que selon vous, 10 à 20% de la population générale a des capacités médiumniques. Donc apparemment, c'est directement lié en fait à cette hypersensibilité. Quelles sont les caractéristiques qui peuvent y faire penser, donc qu'on peut avoir des capacités médiumniques? Et comment vous faites-vous dans vos formations pour aider à les développer? Alors, rapidement, mais… Ouais. Alors bon, ça rejoint un peu l'autre parce que ces capacités médiumniques, pour moi, c'est un peu lié à justement cette hypersensibilité. J'ai l'impression qu'il y a à peu près 10-20% d'hypersensibles. Donc potentiellement, si c'est des gens qui ont envie, ils peuvent peut-être développer la médiumnité. J'insiste, je vais quand même peut-être dire dans la vidéo, la médiumnité pour moi, c'est pas juste de faire des contacts avec des défunts. D'avoir l'intuition, de ressentir les gens. On peut faire ce qu'on appelle des lectures de vie. Moi, c'est ce que je fais beaucoup de mon travail. Je ressens l'autre, puis avec l'aide du moi supérieur, je vais parler de ce que je ressens. Donc, ce n'est pas forcément pour moi un médium. En tout cas, ce n'est pas seulement celui qui fait des contacts. Il y a tout un aspect aussi psychologique avec l'intuition pour aider l'autre. Vraiment. Donc, pour moi, ça se rejoint en fait, ces deux questions.
L'hypersensibilité, la médiumnité, c'est est-ce qu'un hypersensible a envie de développer sa médiumnité? C'est peut-être ça la question. Parce que moi, je suis la preuve vivante que ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose que j'ai depuis tout petit, ou en tout cas pas consciemment. Ce que je fais justement dans mes formations, c'est que j'amène les gens à se connecter avec le moi supérieur, que vraiment ils puissent sentir ce que j'appelle le guide principal, puis vraiment qu'ils sentent, alors peut-être ça sera sur la gauche comme moi ou ailleurs, mais qu'ils puissent définir en fait quand ils sont connectés, puis quand ils ne sont pas connectés. Pour moi, c'est le point de repère. Si je ne sais pas que je suis et je ne suis pas, je ne sais pas que je suis dans ma tête et que je suis dans mon cœur. C'est ça. Et je pense qu'il faut mettre de l'ordre en fait là-dedans pour ensuite pouvoir aller dans une médiumnité un peu organisée. Et pas juste être perché à quelque part, je ressens des défunts, je ressens des anges ou je ne sais pas quoi, mais ça ne me sert à rien si je ne sais pas comment mettre de l'ordre dans tout ça. Vraiment. Donc j'amène les gens à mettre de l'ordre en fait dans leur sensibilité et dans leurs sensations corporelles. Beaucoup. C'est ça. Et ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est qu'effectivement, tout l'aspect physique, entre guillemets, ce qui pourrait paraître paradoxal, mais en fait, non. Non. Il faut être très ancré pour pouvoir... C'est ça. Et souvent, on imagine que dans la médiumnité ou même dans la spiritualité en général, plus on est connecté en haut, plus on va être connecté avec la vie. Et moi, je pense que c'est un peu le contraire. Plus on est enraciné, plus on est dans le corps, et puis plus on va pouvoir se connecter avec cette partie plus haute. Pourquoi ? À mon sens. Pourquoi ? Pour moi, c'est logique parce que le corps, c'est notre véhicule dans cette vie terrestre. Donc, si j'incarne mon véhicule complètement, ma médiumnité va être beaucoup plus claire que si je fuis mon corps. Parce que là, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, je suis dans mon corps. Donc, si j'arrive à être dans mon corps le plus à 100%, la médiumnité va être beaucoup plus claire, les intuitions seront plus nettes. La connexion au moi supérieur, vous voulez dire ? Oui, complètement. D'accord, ouais. Complètement. En fait, vous êtes plus dans votre connexion à vous en étant dans votre corps, que si vous n'y êtes pas, vous êtes connecté à tout et n'importe quoi. Oui, mais la plupart des gens, en tout cas de ce que je vois en séance, pensent le contraire. C'est-à-dire, les gens pensent que plus ils vont aller chercher, par exemple, le moi supérieur, plus ils vont être connectés dans leur corps. En fait, c'est le contraire pour moi. Plus je suis connecté dans mon corps, plus le moi supérieur, il peut venir, ou je peux le ressentir. Donc il faut aller faire du sport. Par exemple. Ou courir dans la forêt. Par exemple, ouais. C'est excellent. La nature, qu'est-ce que vous en pensez ? La nature, tout ce qui est nature, animaux, c'est excellent pour l'enracinement, justement, même s'il y a des techniques de méditation qu'on verra après. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Quelqu'un qui va marcher régulièrement, c'est quelqu'un qui sera enraciné. Et quelqu'un qui est enraciné, c'est quelqu'un qui potentiellement peut plus ressentir le moi supérieur. Donc son guide principal pour se faire aider dans la vie de tous les jours. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que tout ce qui est sport, en tout cas, j'encourage vraiment. D'ailleurs, moi, je vois des fois des sportifs qui sont quelque part hyper spirituels dans leur manière de fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement liés à leur corps qu'ils ont des intuitions, même sans s'en rendre compte. Ils vont peut-être pas vous parler comme moi avec mes mots, parce qu'ils n'ont peut-être pas appris à tout décortiquer, mais c'est pas grave. C'est des gens qui ressentent qu'est-ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils doivent aller, et puis ils sont super bien dans leur vie. Oui, vous l'appelez le moi supérieur, on peut l'appeler l'intuition, on peut l'appeler comme on veut en fait. Le moi supérieur, l'intuition, le guide, l'âme éventuellement, tout ça c'est la même chose. Ce qui est important de comprendre, c'est que je parle vraiment d'une partie de nous et je ne suis pas en train de parler d'un homme ou d'une femme qui m'accompagne. C'est deux choses différentes. Une partie de soi qui a plus de clairvoyance entre guillemets que notre tête, qui est limitée forcément au vécu. Ouais. C'est ça. Mais c'est vraiment une partie de nous. Et ça fait toute la différence. Parce que si j'essaye maintenant de me connecter, je ne sais pas, avec un défunt, puis que je le fais tous les jours, je vais aller chercher à l'extérieur quelque chose pour essayer de me remplir. Et à un moment donné, il y a un bug, il y a un problème. Parce que je ne peux pas aller à l'extérieur pour me remplir moi-même. Et par contre, je peux aller dans ma partie à moi, qui est justement, à mon sens, le moi supérieur. Vous donnez aussi des conseils pour les personnes qui viennent vous voir et aussi dans vos vidéos, pour rencontrer une personne qui nous correspond en amour. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire une belle rencontre et comment inverser la tendance ? Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup un peu d'addiction finalement dans ces relations amoureuses. Il y a beaucoup de gens qui deviennent dépendants de quelqu'un d'autre. Et souvent, on tourne un petit peu en boucle ou alors on rencontre des hommes ou des femmes qui sont toujours les mêmes profils. Et je pense que pour changer ça, il faut vraiment en premier lieu se concentrer sur soi et essayer de se compléter. C'est comme si on avait un gâteau, si on imagine à l'intérieur de soi. Et puis ce gâteau, il faut qu'il soit le plus complet possible pour ensuite peut-être partager avec quelqu'un qui a aussi son gâteau qui est complet à l'intérieur. Mais s'il manque toujours une tranche ou la moitié ou un quart, je vais essayer de trouver chez une femme, par exemple, quelque chose qui manque chez moi. Et je pense que là, je suis toujours à l'envers, en fait, de ce que la vie
me propose réellement. Et je pense que c'est hyper important peut-être d'avoir des petits moments un peu seuls, ou je ne dis pas qu'il faut habiter seul, mais d'avoir des petits moments où on se recule pour ensuite bien se compléter et ensuite on peut rencontrer quelqu'un qui est peut-être enfin complet. C'est vraiment ma vision aujourd'hui. Et je pense que le couple devrait être un petit peu la cerise sur le gâteau, mais justement pas le gâteau entier. Ça, c'est ma vision. Et à mon avis, chacun peut être un petit peu indépendant dans cette vision-là et ensuite partager simplement ce qu'il a partagé. Mais on n'est pas là pour combler ce que l'autre il a pas encore trouvé à l'intérieur de soi. Dans les gens qui viennent vous voir, parce que vous faites beaucoup des lectures de vie, ce Oui. que vous appelez, Oui. des guidances, Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Quel est le problème le plus fréquent que vous rencontrez dans ce problème de rencontre amoureuse? Ouais. Quelles sont les questions qu'on va vous poser le plus ou les problèmes que vous voyez le plus? Alors, le truc qui est flagrant, c'est souvent on recherche quelqu'un et on veut que ça aille vite. Souvent, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce d'impatience de rencontrer quelqu'un. C'est comme si tant que je suis dans ma vie seule, pour certaines personnes, hein, ça ne va pas. Donc la délivrance, c'est un petit peu, ça y est, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie et tout d'un coup, je suis délivré de quelque chose. Et je pense que ça, c'est un peu une erreur parce que plus on veut que ça soit rapide, plus en fait, on va le faire avec la tête. Parce que c'est la tête qui veut que ça aille vite. Et si c'est ma tête qui cherche quelqu'un qui me correspond, bah, mon cœur est souvent complètement à côté de ça. Donc je vais rencontrer un profil qui me correspond pas. Par contre, si je me concentre, je sais pas, sur mon travail, sur mes passions, et puis que je reste vraiment dans ce que je peux faire maintenant, je pense que la personne va croiser mon chemin naturellement sans aller chercher quelque chose avec ma tête. Comment vous l'expliquez ça? Hein? Ouais, c'est une sensation en fait. J'ai l'impression que quand quelqu'un est complet avec lui-même, qui se concentre sur lui, il n'y a plus rien à chercher en fait. Tout ce qu'il a besoin vient à lui pour faire cette image. Alors que quelqu'un qui n'est pas complet va chercher à remplir comme plein de petits trous au fait à l'intérieur de lui-même. Oui, mais à l'extérieur, il le cherche à l'extérieur. C'est ça, c'est ça. Alors que si je ne cherche pas, puis que je ne sais pas, même à la limite, il y a des gens qui ne veulent pas être en couple, et puis qui tout d'un coup rencontrent cette fameuse personne, et puis ils se mettent ensemble. Je pense que c'est plus intéressant dans ce sens plutôt que de vouloir chercher volontairement quelqu'un. En tout cas, commencez d'abord par se remplir soi. C'est ça. Ça, c'est le truc que je vois le plus. C'est un peu une urgence de rencontrer quelqu'un, parce qu'au lieu d'aller à l'intérieur de moi, parce que c'est pas évident, hein, c'est des fois douloureux d'aller vers soi, et c'est des fois compliqué aussi, par exemple, de se forcer à méditer tous les jours, si je prends mon cas. Ça n'a pas été évident, et pourtant, c'est en faisant ça que je deviens de plus en plus complet. Et c'est ce que je conseille aux gens pour ensuite rencontrer quelqu'un qui, à un moment donné, leur correspond vraiment, et pas tourner pendant 5 ans, 10 ans dans des rencontres plus ou moins stables. Ouais. Malheureusement, souvent, je vois beaucoup de rencontres autour de moi et souvent, ça ne se concrétise pas. Ou alors, il y en a un qui ne veut pas s'engager, mais ça, c'est parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas complet, vraiment. Et ça, est-ce que ça revient à ce qu'on disait un peu au début, c'est-à-dire que, du coup, pour se remplir, entre guillemets, soi-même, et devenir complet, aller chercher ce qu'on aime vraiment, ce qui nous fait vibrer? Oui, c'est ça. C'est pour ça que les gens qui ont des passions, là, je parle beaucoup de méditation parce que c'est mon truc, hein, mais quelqu'un qui adore, je sais pas, moi, faire de la musique, par exemple, faites de la musique un peu plus. Quelqu'un qui adore aller marcher, aller un peu plus souvent en nature. Puis à force de faire des choses qu'on aime, on va finir de toute façon par être complet. J'ai l'impression que c'est pas sorcier. Il faut juste, à un moment donné, s'accrocher à ce qui amène une étincelle, en fait. Et plus je m'accroche à une étincelle, puis plus je le fais chaque semaine, plus ma lumière va prendre la place. Et en fait, plus ma lumière est grande, plus je suis complet. Donc, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui est un peu plus lumineux qu'il y a 3 ans en arrière. Et comme par hasard, c'est quelqu'un qui me correspondra aujourd'hui. C'est vraiment ça ma vision. Mais je pense que la plus grande erreur aussi, peut-être je pourrais dire comme ça, c'est vraiment de chercher. Je pense que, en tout cas au niveau sentimental, parce que là on parle de ce thème-là, je pense qu'on ne devrait pas chercher en fait au niveau sentimental. Il me semble que tous les gens qui cherchent, soit ne trouvent pas, ou soit ont plein de péripéties pour arriver au résultat final, si je peux parler comme ça. Je pense que c'est le seul domaine peut-être de la vie où on ne peut pas maîtriser, où on ne peut pas vraiment aller chercher quelque chose. Par contre, tout le reste, on peut chercher, s'améliorer. Et je pense qu'on devrait se concentrer sur ce qu'on peut changer aujourd'hui. En tout cas, ne pas mettre toutes ses forces dans cette quête. Ouais. Après, on se comprend, hein, quand je dis pas chercher, c'est pas tout le temps de rester chez soi, puis on est d'accord. Il faut aussi qu'il y ait le côté concret de pouvoir faire des rencontres. Mais celui qui cherche activement, puis que tous les soirs, il est sur son ordinateur en train de chercher, au bout d'un moment, je pense qu'il va tourner en rond. C'est ça.
Et vous abordez aussi le thème de la dépendance, qu'elle soit affective ou tout type de dépendance, que ce soit des produits, au sport, n'importe quoi. Selon vous, mais je pense qu'on arrive au même thème, pourquoi est-ce qu'on devient dépendant et comment on en sort? Ouais. Alors je pense que de toute façon, quelqu'un qui devient dépendant, alors que ce soit mon cas ou d'autres, hein, mais c'est qu'on veut fuir quelque chose qu'on ne supporte pas sur le moment. C'est ça. Pour moi, c'est une béquille en fait. Comme quelqu'un, je prends l'exemple des antidépresseurs, alors j'ai rien contre, hein, on est d'accord, il y a des gens qui ont besoin, mais il y a aussi des gens qui remplissent beaucoup avec des médicaments pour fuir un peu une sensation qu'ils ont en fait dans le ventre et dans le cœur. Donc je pense en fait le problème c'est vraiment de je suis pas bien, je vais prendre une béquille pour espérer qu'un jour ça va mieux. Mais tout ça, ça revient parce que la personne n'est pas complète au fond d'elle au départ. Parce que moi, je vois personne qui est complet, qui a besoin d'une dépendance, en fait. Tous les gens qui ont une dépendance, c'est des gens qui soit n'arrivent pas à s'écouter, ou soit n'arrivent pas à compléter quelque chose par eux-mêmes. Mais je ne pense pas que c'est qu'ils n'arrivent pas, ils ne se donnent pas le moyen d'y arriver. Hmm. Et pour les personnes, parce qu'il y a aussi des personnes qui, on leur dit que vous avez des passions, des choses que vous aimez, et en fait ils sont éteints, peut-être un peu comme vous l'étiez à un moment de votre vie. Oui. Comment on repart dans le bon sens? Si vous dites ils ont une passion, mais ils sont quand même éteints. Non, ils n'ont plus de passion, ils n'ont plus d'envie de rien. Ouais. Alors on va prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a plus du tout de passion, ou quelqu'un, peut-être des gens qui nous écoutent, qui savent plus ce qui leur fait vibrer. Ben ça existe. Et des fois, je dis aux gens, mais vous aimez du sport? Non. Vous aimez jouer de la musique? Non. Enfin, il y a tout ce côté-là. Puis alors, je leur dis, mais si vous avez tout qui est éteint dans votre vie, ben peut-être, si je parle pour moi, hein, bien sûr, je peux donner une technique de se connecter avec le moi supérieur. Et vu qu'ils n'ont plus de motivation, rien du tout, en faisant ça, je sais que sur à peu près 30 jours, la lumière va commencer à reprendre au fond d'eux. Peut-être qu'ils feront juste 30 jours, puis ensuite ils reprendront une passion qu'ils adoraient. Mais ça peut être en fait le déclenchement de quelque chose. Et je pense que tout ce qui est méditation, tout ce qui est énergétique, en fait, régulier, ça peut réactiver l'énergie. Mais là, je parle pour quelqu'un qui n'a pas de passion du tout ou qui ne sait plus quoi faire. Et vous, pour revenir à vous, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vibrer justement? Alors aujourd'hui, j'ai toujours cette connexion avec mon guide qui me fait vibrer. Même après 12 ans, je continue à méditer quand même presque tous les jours avec cette énergie-là. Quand je dis que je médite tous les jours, ça peut être 15 minutes. Hein. Ce n'est pas forcément 3 heures. Et pas que les gens croient que j'ai tout le temps les yeux fermés, ce n'est pas le cas. Mais oui, entre 15 et 20 minutes, j'ai besoin à peu près chaque jour de cette connexion. Donc déjà ça, j'ai l'impression que ça maintient, si vous voulez, un peu mon état bien plus haut que les années où j'étais dans une dépendance. J'ai l'impression d'avoir une sorte de marge de sécurité en méditant tous les jours pour pas tout d'un coup, parce que j'ai aussi des hauts et des bas, hein, mais pour pas replonger dans quelque chose d'autre. Après, moi, j'aime beaucoup la musique, je joue de la batterie, par exemple, c'est une passion. J'adore aller dans la nature. Donc j'ai quand même 2-3 éléments qui me boostent plutôt que le contraire. Et ce que vous faites, alors aujourd'hui, pour revenir à votre activité, oui. Donc vous êtes médium, donc c'est large comme mot. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que vous accompagnez les gens aussi psychologiquement un peu quand même. Oui, alors c'est ce que je dis souvent. Alors j'ai pas de formation de psychologue, hein, qu'on se comprenne bien, mais à force de faire de la médiumnité avec le moi supérieur, à force de ressentir les gens, je développe un peu une sorte de bon sens ou une façon de faire où j'arrive en fait à guider les gens à quelque part, mais toujours avec l'aide de ce guide. Et j'ai l'impression des fois de devenir un peu un psychologue d'une certaine façon, malgré moi. Mais ça, je pense, c'est à force de voir des centaines de personnes. Et ce que je fais le plus, c'est vraiment ce que j'appelle les lectures de vie aujourd'hui. Donc, par exemple, la personne vient, j'ai un problème dans mon couple, on va se concentrer là-dessus. Alors moi, mon but, c'est jamais de dire vous devez vous séparer ou pas, hein, qu'on se comprenne bien. Mais je peux dire au niveau énergétique, si je sens que c'est décalé, si je sens au contraire que c'est connecté entre les deux, si je sens qu'il y a une distance. Et tout ça, j'arrive assez facilement à me mettre à la place de l'autre, en fait. Ça, c'est ce que je fais le plus. C'est à peu près 80% de mon travail. Et il y a de temps en temps 10 à 20%, des fois des contacts avec des défunts, mais ça, c'est quand il y a vraiment besoin. Et je ne le fais pas juste pour le faire. C'est ça. Il y a des fois des nécessités, en fait. Et donc, vous avez développé des formations donc, à la médiumnité. Oui. Donc, effectivement, a priori, le préalable, ce serait plutôt cette hypersensibilité dont on a parlé. D'avoir un minimum de sensibilité déjà, comme je disais, de ressentir un peu son environnement, de ressentir un peu les gens. Et puis surtout, la grosse partie, parce que ça c'est une chose, mais c'est d'être motivé, d'avoir envie en fait de faire quelque chose avec cette énergie-là. Parce que j'ai beau avoir tout ça à l'intérieur de moi, si je ne veux pas, ça va jamais rien donner. Par contre, il y a des gens qui sont hypersensibles et puis qui ont juste besoin de mettre de l'ordre là-dedans. Et pour eux, ça marche bien quand ils ont vraiment envie de le faire.
Donc c'est comme un sport, hein, ou même du piano. Des fois, je prends l'exemple de quelqu'un qui joue du piano. Peut-être que je serais nul si je joue du piano maintenant tout de suite, mais je suis sûr qu'en 3-4 ans, si je me mets vraiment tous les jours ou toutes les semaines, je peux quand même arriver à jouer du piano un minimum. Bah, je pense que la médiumnité, c'est pareil. Il y a des gens qui sont très sensibles, qui vont pas mettre beaucoup d'énergie, pour qui ça va rester un peu à plat. Puis des gens qui sont un peu moins sensibles, mais qui vont vraiment avoir envie de travailler, peut-être comme moi, tous les jours, de se connecter avec leur guide. Et puis peut-être eux, ils arriveront à une plus grande médiumnité que ceux qui l'ont de base, mais qui n'ont rien fait pour entretenir tout ça. Finalement, c'est comme pour tout. C'est ça, c'est comme pour tout. Une question de pratique. C'est ça. Je ne crois pas que ce soit différent du reste. Ouais. Mais souvent, on croit que la médiumnité, c'est un monde tellement à part. Et aujourd'hui, voilà, dans ce que je fais aussi, dans mon travail ou sur ma chaîne, c'est aussi de casser un peu ça. Parce que je trouve que c'est pas juste moi qui suis un élu ou je sais pas quoi. Moi, je crois pas à ça. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on croit, qui pourrait potentiellement faire quelque chose. Donc pour trouver toutes les informations dont on a parlé, des vidéos, etc., donc vous avez alors la chaîne YouTube, oui. Qui est donc à votre nom. Oui, c'est ça. C'est Caril Quentin, vous pouvez retrouver sur YouTube facile. Je vais le noter dans la vidéo. Et puis, je crois qu'il n'y en a pas deux, sauf erreur. Je crois qu'il n'y en a pas deux non plus. Et vous avez un site internet aussi? Oui, j'ai aussi mon site, ouais. Qui s'appelle carilquentin.com. Ok. Ouais. Et puis pour clore cet entretien, vous nous proposez donc une méditation d'ancrage, c'est ça? Oui, avec plaisir. C'est vraiment une petite technique au fait qui marche. Ouais. C'est la technique au fait la plus simple que je connaisse et qui marcherait pour le plus grand nombre, peut-être des gens qui écouteront cette vidéo. Donc je pense que ça vaut la peine de commencer par quelque chose de simple. Et surtout, ce qui est magique, c'est qu'on peut vraiment ressentir dans les pieds, dans les mollets, vraiment des sensations physiques, justement, de son corps. Et pour tous les gens qui ne seraient peut-être pas trop dans leur corps, ça peut être intéressant de faire ça aussi. Ou peut-être des gens qui aimeraient, je sais pas, s'intéresser un peu à la médiumnité, mais qui n'ont pas du tout d'expérience. Déjà, de s'enraciner pour commencer, c'est un bon point pour peut-être ensuite aller plus loin, puis de se connecter avec les moi supérieurs. Mais je pense que c'est vraiment la base de la base. S'il fallait transmettre quelque chose, c'est ça que je conseillerais. Alors, qu'est-ce que vous, du coup, dites aux personnes qui nous regardent de faire? Oui, alors pour tous ceux qui nous regardent, ils peuvent simplement s'asseoir sur une chaise pour commencer. En fait, on va simplement s'asseoir sur une chaise, poser les pieds par terre. C'est important peut-être de ne pas avoir des chaussures, mais d'avoir soit d'être à pieds nus, soit d'être en chaussettes, vraiment posés par terre. Et puis ensuite, je vais simplement faire la méditation avec eux. On fera tout ça tous ensemble. Et puis comme ça, ils pourront le faire tranquillement à la maison. Et puis si tout d'un coup ça marche pour eux ou que ça leur plaît, pour tous ceux qui nous regardent, ils peuvent faire sur 30 jours. Pourquoi pas une fois par jour, 5-10 minutes, cet enracinement. Et en fait, ça permettrait d'être plus dans le corps, puis indirectement, après, de se rapprocher du moi supérieur, justement. Parce que plus je suis dans mon corps, comme on disait, plus je vais être connecté aussi en haut. Super. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Caril. Merci à vous. Et puis, place à la méditation. Oui. Ceci est une méditation pour vous enraciner profondément avec la terre. Je vous conseille de vous asseoir sur une chaise et de poser les pieds bien à plat sur le sol. C'est important que vos pieds touchent le sol. Appuyez le dos et lâchez un peu les épaules. Et vous pouvez simplement fermer les yeux. Et avec toute votre concentration, toute votre intention, vous allez visualiser un petit point à 30 cm au-dessus de votre tête. Juste un petit point au-dessus. Et en inspirant, vous allez voir comme des racines qui vont traverser votre tête, traverser tout votre corps et sortir sous vos pieds. Vous
Vous inspirez ces racines à travers tout votre corps et vous les plantez dans la terre le plus loin possible. Comme si vous étiez un arbre bien solide. Et à chaque inspiration, vous allez remonter l'énergie de la terre sous vos pieds, jusque dans votre cœur. Tout tranquillement, vous inspirez l'énergie de la terre sous vos pieds, dans votre cœur. Et à l'expire, vous faites rien. Vous vous détendez. J'inspire depuis le centre de la terre, sous mes pieds, dans mon cœur. Respirez naturellement, sans forcer. Essayez de ressentir cette énergie qui monte sous vos pieds, dans les mollets, que ça passe au niveau du bassin, jusque dans votre cœur et votre ventre. Remplissez votre cœur avec l'énergie de la terre. Remplissez-le au maximum. J'inspire depuis le centre de la terre, sous mes pieds, dans mon cœur. Et à l'expire, je fais rien. Je me détends.
Essayez de ressentir le bas du corps. Peut-être que vous sentez quelque chose de différent au niveau des pieds, dans les jambes. Vos sensations sont de plus en plus présentes sur le bas du corps. Remplissez votre cœur jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli. Et au bout d'un moment, vous allez sentir sous vos pieds, peut-être dans vos jambes, une impression d'être un peu plus lourd, une sensation de picotement. Et dès que vous ressentez une différence sous vos pieds, dans vos jambes, c'est la preuve que vous êtes bien enraciné. Et à la maison, vous pouvez terminer. Et dès que vous sentirez bien ces sensations, vous pouvez respirer un peu plus profondément. Et tout gentiment, je vous laisse revenir à vous et rouvrir les yeux.